casque, je crois. Ah, ça y est. Avec le casque. Là, je pense qu'il va entendre. Monsieur Otto, vous m'entendez? Et je ne vous entends pas. Votre micro est toujours coupé. Activez mon micro. Ah, je vous entends. Vous m'entendez maintenant? Oui? Ah ben maintenant, moi qui vous entends plus. Oui, vous m'entendez Là, c'est maintenant? mieux. Oui, là, c'est Voilà, mieux, oui. Alors, je vous laisse, vous êtes un sociologue, anthropologue urbain bien connu de la Guadeloupe, et nous vous remercions de bien vouloir introduire cet après-midi sur la végétalisation comme stratégie d'aménagement en centre-bourg. D'accord. Ben, bonjour, enfin, bonsoir à tous, aussi bien les personnes en présentiel que les personnes connectées. Ben, si besoin était de rappeler, ben, je fais mon intervention en direct du parking des Eaux Claires, où il n'y a pas un seul arbre pour s'abriter. Donc, à pleine Cagna. Donc, je suis vraiment dans l'actualité de l'intervention de cet après-midi. Plus sérieusement, ben, écoutez, il y a 3 jours, il y a eu une rencontre en Grande Terre sur cette réflexion-là, savoir effectivement comment revitaliser et remettre du vert dans les centres-bourgs. Régulièrement, on parlait des communes de Port-Louis, de Morne-à-l'Eau et du Moule, parce que justement, on se disait que tant qu'à faire qu'on a une population vieillissante avec des problématiques de santé, il fallait en fait aménager des espaces en ville, des espaces de déplacement doux. Il était question aujourd'hui d'inventer des voies piétonnes dans ces 3 communes, de manière à ce que les gens puissent se réapproprier l'espace et pouvoir effectivement reprendre du plaisir, puisqu'en fait, l'idée derrière tout cela, c'était de mettre en action une idée dont tout le monde parle, hein, qui est la silver economy. Mais pour qu'il y ait silver economy, il faut que les gens puissent venir se balader en ville. Il faut pouvoir effectivement ramener des espaces de socialisation tels que de petits salons de thé. Donc, on était vraiment sur cette réflexion de se dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il faut remettre du vert, puisque on a passé le concept de la ville qui devait être j'allais dire, qui avait une vision haussmannienne, c'est-à-dire toujours très droite, très libre, à perte de vue. Aujourd'hui, il faudra effectivement repenser des centres-bourgs et des espaces urbains, adaptés aux besoins des populations, mais surtout adaptés aux nouvelles philosophies qui vont tendre progressivement vers du moins de voitures, voire même dans du sans voiture pour 2025, si j'ai bien suivi les orientations que l'Europe aujourd'hui tendent, enfin les députés européens tendent à vouloir effectivement mettre en place. Alors, quel est l'intérêt pour nous de penser à remettre du vert? Ben, simplement, on parle de qualité de vie, on parle de vouloir vivre ensemble, on parle de bien-être. Et le bien-être passe déjà par la qualité de l'air. Nous savons aujourd'hui que cette végétation nous permettra justement d'assainir ou de réduire les pollutions, puisque nous avons en Guadeloupe le tout voiture du fait justement d'une réflexion qui n'accouche toujours pas pour l'organisation du transport. Et donc ce verbe, moi, à mon avis, il sera le bienvenu, parce qu'en fait, il permettra 2 choses. 1, apporter de l'ombre, oui, mais 2, pour les gens qui auront encore besoin de se déplacer en voiture, de ne pas forcément utiliser leur climatisation qui, on le sait aujourd'hui, a une empreinte carbone. Donc, en fait, cette réflexion, à mon sens, elle devrait être généralisée, même si on dit effectivement que l'archipel de Guadeloupe est un archipel balayé par des alizés. Mais je crois que les épisodes climatiques de ces derniers temps nous ont montré que lorsqu'il y avait des pannes d'alizés, ça pouvait être très, très, très compliqué de vivre sur ce territoire. Et donc, la réflexion qui est menée aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, ben, elle est tout à fait idoine d'appoint, puisque ça va demander à ce que les individus changent
leur référence de vie, changent leur rapport au territoire, mais aussi changent leur rapport à la consommation, puisque les trois éléments sont liés. Alors, pourquoi végétaliser et pas autre chose, réadapter? Ben, je veux dire que la pandémie du Covid-19 va s'inviter dans cette réflexion de cet après-midi, puisqu'elle aura démontré que là où il y a des centres, il y a des concentrations d'individus. Oui, et qu'il faudrait effectivement là aussi, en termes d'architecture, changer de paradigme, puisque nous avons inventé, dans le cadre de cette pandémie, un nouveau terme qui est le cluster. Et donc aujourd'hui, il nous faudra repenser un centre-bourg qui puisse permettre justement que les individus se déplacent, que les individus puissent accéder à la culture, que les individus puissent accéder à des productions, mais sans pour autant les agglutiner comme il était de coutume avant, c'est-à-dire de concentrer en un même lieu plusieurs modes de vie. Et cela, je crois que c'est tout l'enjeu du territoire d'aujourd'hui. Alors, je disais, en tant que mauvaise langue connue et réputée, que pour une fois, le fait d'avoir pris du retard sur la structuration des centres-bourgs, ça allait nous permettre justement de les repenser, mais de les repenser non pas dans une configuration préétablie, mais de les repenser aujourd'hui avec pour centre l'homme, mais deuxième centre d'intérêt, les modes de déplacement. Alors, il y a de cela quelque temps, on avait travaillé sur les modes de déplacement doux. Et pour revenir sur ces trois communes, pourquoi on les a associées? Ben, simplement, l'idée, c'était de pouvoir réactiver le canal des retours, le sud de l'île, et aussi le chemin de fer. Et je leur disais, pour une fois, la nature nous avait montré la voie pour les chemins de fer, sans jeu de mots, puisque lorsque vous êtes sur Port-Louis et que vous longez les chemins de fer, il y a des manguiers qui naturellement poussent aux abords des voies. Donc la nature même nous avait déjà invités à une revégétalisation à moindre coût, mais je pense en fait qu'il faudrait suivre cet exemple et regarder quelles sont les variétés endogènes ou quelques-unes qui pourraient être importées, qui n'auraient pas d'incidence sur la faune et la flore, mais qui permettraient effectivement de réaliser ce grand projet, puisque plus qu'hier, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que on avait progressivement enlevé du verre pour pouvoir ajouter du béton et qu'aujourd'hui, il va falloir faire l'inverse, puisque le paradigme de la fin des années 60 n'est plus celui de 2021. La question du fait de vivre sur un territoire de feu où il y a régulièrement tremblement de terre, cyclone, et n'était pas un argumentaire qui se tenait, puisque dans d'autres lieux, exemple le Japon, qui est une terre beaucoup plus en feu que la nôtre, la question de la végétalisation n'a jamais posé de problème dans le cadre du développement. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de perdre cette culture. Alors, petit trait d'humour pour vous. Depuis 3 jours, ils sont en train de couper tous les arbres à la sortie de Mornalo. En fait, je m'interroge sur le fait qu'on n'ait toujours pas cette culture d'élaguer et en fait de donner forme à des arbres. En fait, là, on est à chaque année, à cette période-là, on les tronçonne au motif effectivement qu'il représente un danger en cas de cyclone ou en cas de vent. Mais je crois qu'en fait, c'est toute une problématique liée à une culture de vie qu'il faudrait réinjecter dans ce territoire, c'est-à-dire que les municipalités soient les premiers acteurs au travers de leurs services techniques à jouer ce rôle d'éducation, c'est-à-dire de former ces personnes, non plus à massacrer, parce que c'est le terme, puisqu'ils ont tous des tronçonneuses, mais à plus penser justement l'arbre dans son vécu, c'est-à-dire lorsqu'on le plante, on l'entretient, on lui donne forme, et c'est surtout en fait qu'on essaie d'harmoniser aujourd'hui le territoire avec justement cette pointe de verdure, puisque pendant longtemps, on avait inscrit dans nos psychiques que la pointe de verdure pouvait représenter un danger en cas d'intempérie. Et en fait, non, je crois qu'en fait, comme toutes les villes, je vois en France la culture du platane, même si de temps en temps, il y a des individus qui vont chercher querelle au platane, mais en final de compte, vous avez des villes qui sont très bien arborées en entrée et en sortie, avec ces beaux arbres qui sont là depuis des années, qui donnent une vision. Et pourquoi je parle de cette vision? Parce que il y a 2 jours, je faisais ce constat.
lorsque vous prenez la commune de Morne-à-l'Eau, eh ben, en entrée, vous avez le cimetière. En sortie, vous avez le crématorium. Et de l'autre sortie sur Petit Canal, vous avez la déchetterie. Je ne suis pas sûr qu'en fait, que celui qui a pensé à ce schéma de développement avait fait attention à ces trois éléments. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, oui, ça peut paraître effectivement gros ce que je suis en train de dire, mais ce sont des points de détail qui pour moi ont leur importance parce que si demain on veut développer et rendre attractif ces lieux-là, ben en fait, il faut qu'il y ait une politique de végétalisation, comme c'est le cas au Canada, comme c'est le cas aux États-Unis, où on se rend bien compte qu'on a besoin d'arborer parce que cette démarche-là fait partie de la mise en valeur du lieu. Cette démarche-là transversale fait partie aussi d'une économie. C'est vrai, effectivement, si votre commune, si votre ville est très bien paysagée, ben, en fait, les gens vont prendre plaisir à venir s'y arrêter, à venir y consommer. En fait, il n'y a pas que le côté purement, entre guillemets, écolo, mais en fait, il y a toute une synergie qu'il conviendrait effectivement de développer autour justement de cette végétalisation, y compris au niveau des scolaires, puisqu'en fait, comme nous empruntons la terre de nos enfants, il serait bien effectivement que nous les éduquions à préserver cette terre, à la conserver. Et puis, ça nous permettrait aussi de changer cette vision de la ville ou du centre-bourg ou du faubourg, qui seraient effectivement des espaces dortoirs qui ne sont éligibles qu'à un mouvement pendulaire entre aller travailler, venir résider. Et je crois qu'en fait, si on arrive à créer cette synergie entre l'utile, l'agréable et aussi la vision prospective, nous allons faire pour de ces bourgs et de ce faubourg des espaces attractifs, des espaces qui permettraient effectivement une transhumance de population, des espaces où justement le vouloir vivre ensemble ne serait plus la chose de la géographie, mais ce serait une vision plus globale, plus acceptée. Et puis en même temps, nous réglerions aussi la question de pouvoir se déplacer dans des espaces sécurisés, puisque qui dit arbre, qui dit végétation, qui dit végétalisation, dit effectivement banc, dit parc, dit sérénité. Et donc en fait, toute une philosophie de vie qui serait intéressante pour les nouveaux chefs d'édilité de développer dans leur territoire. Donc, en liminaire de cette rencontre, c'est ce que je voudrais partager avec vous et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie. Merci, Monsieur Raymond Otto. Vous avez été parfait, j'ai envie de dire comme d'habitude. Vous avez brassé tellement d'enjeux, vous avez dressé un tableau déjà très important, très riche et qui va nous permettre de poursuivre les échanges dans de parfaites conditions. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et justement, vous parliez notamment des scolaires, de l'importance d'impliquer les jeunes. Eh bien, nous avons des jeunes avec nous, avec Madame Guy Gabon, qui est sans doute en ligne déjà, je l'espère, elle m'entend bien. Bonjour, Madame Guy Gabon. Oui, bonjour, je vous entends. Alors, très bien. Alors, merci de nous avoir rejoints. En plus, avec des élèves que je vois aussi de temps en temps dans la fenêtre. Donc, je les salue déjà. Et je sais que vous menez un vrai travail en matière de conscientisation, j'ai presque envie de dire, par rapport au développement durable, par rapport à la nécessité de valoriser cet espace public et de protéger notre environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Guy Gabon, artiste d'art visuel, cinéaste. Et comme vous l'avez dit, je dirais l'ADN de mon travail artistique, il est beaucoup sur les questions écologiques et environnementales, entre autres. Et c'est vrai que j'ai vraiment le souci à la fois dans ma pratique artistique qui est très axée, très en lien avec la nature, puisque c'est beaucoup du land art. Donc, j'ai vraiment une sensibilité très particulière à la question de l'environnement, du paysage, et en lui amenant une dimension artistique, un regard artistique. Et donc, c'est ce que je vais partager avec vous sur le projet que j'ai proposé,
à la ville de Basse-Terre dans le cadre du projet plus global, entre autres sur la végétalisation. Alors pour moi, la végétalisation, c'est certainement que je l'aborde par le biais artistique. C'est j'ai une façon de regarder le paysage et de me dire sur ce paysage, qu'est-ce que ce paysage peut me raconter dans le contexte dans lequel je vis. Et donc, ce projet est venu un peu se télescoper avec la crise sanitaire. Et à l'issue de cette crise sanitaire, j'ai eu envie de faire une proposition, une lecture de cette portion qui intéresse ce projet. Donc, pour ceux qui n'ont pas toute l'information, en fait, c'est un parcours qui existe entre le boulevard maritime et la rue principale et qui longe la rivière aux Herbes. Donc, à partir de ce parcours, donc je suis allée visiter, revisiter, que je connais très bien, hein, je suis de Basse-Terre. Et donc, la crise sanitaire est venue quand même télescoper. Je me suis dit, tiens, ce parcours, qu'est-ce qu'il peut raconter? Parce que pour moi, le paysage parle aussi, on peut le faire parler. Donc, j'ai eu envie de lui faire raconter, en fait, l'histoire de nos plantes médicinales, de nos remèdes rasiers. Et c'était sur l'idée d'un parcours de santé. Alors, quand on pense parcours de santé, on pense au sport, mais j'ai envie de dire, on peut aussi penser au bien-être du corps. Et ça passe aussi par ces usages et ces pratiques très développés chez nous, hein, je veux dire, à travers l'histoire, des remèdes rasiers, et qui ont cette vertu, justement, avant tout, avant d'être curative, c'est vraiment se maintenir en bonne santé. Donc, pour moi, j'ai trouvé intéressant d'associer cette idée de parcours de santé avec la découverte de ce patrimoine culturel immatériel. Et c'est d'autant plus important qu'on le retrouve dans l'espace public, c'est qu'on a une culture de ce jardin médicinal, mais il est dans l'espace privé. Alors, pour moi, quand on parle de végétalisation aujourd'hui de nos centres-bourgs, eh bien, c'est peut-être l'occasion de sortir ces jardins de l'espace privé et de les mettre dans l'espace public. Parce que ça raconte aussi une partie de ce qu'on est. Et si on veut que les enfants, les nouvelles générations s'approprient et que ma génération et les autres se réapproprient ce patrimoine, mais il faut qu'on puisse le croiser dans toutes les communes de Guadeloupe. Comment on peut dire à un enfant de parler des remèdes rasiers s'il n'a jamais vu ce que c'est? Ce n'est pas dans les livres. Parce qu'il faut rappeler que les remèdes rasiers ont été transmis, c'est une transmission orale qui s'est faite. Et sur le terrain, voilà, je veux dire, une plante, moi, on me l'a transmis en allant dans le jardin. Ce sont mes grands-mères, ma mère. Donc, pour moi, si on veut que les enfants aient cette culture-là, ben, il faut qu'elle soit accessible dans les centres-bourgs. Parce que de plus en plus de gens habitent dans les centres-bourgs, vivent en périphérie, n'ont pas forcément un jardin chez eux. Mais pour moi, c'est important que dans leur ville, ils puissent avoir accès à cette information et cette connaissance aussi. Donc, c'est ce qui a un petit peu dicté le fil rouge de ce projet de végétalisation. Alors, je vous propose de partager mon écran. Alors, il faut que j'aille, voilà. Est-ce que vous le voyez? Ah non, on ne voit pas encore. Vous ne voyez pas encore. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas dû faire. Alors, partagez peut-être et choisissez. Alors, ce que vous voulez nous montrer, ce sont les images du projet, de la réalisation. Oui, c'est ça. Projet. Exactement. Avec l'implication des élèves. Avec l'implication des élèves. Vous ne le voyez toujours pas? Non, on ne voit toujours pas, malheureusement. Ben, je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'on le voit, je l'ai à l'écran. Si je mets partager, c'est que ce n'est pas actif en fait, partager. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous pensez que c'est peut-être de notre côté? Ah, attendez, c'est bon. Je pense qu'il y avait une manipulation à faire. Ça y est. Ah, voilà, effectivement, on voit. Vous voyez, voilà. Donc, ce parcours végétal que j'ai appelé remède rasier qu'a monté la rivière. Alors, je l'ai imaginé, en fait, on va traverser plusieurs espaces
pour raconter ce que sont les rimédes-rasiers. Alors, le premier espace qui est devant une ancienne bâtisse, qui pour moi est un peu le début du parcours, mais même si on peut le prendre dans les deux sens. Il fallait bien commencer quelque part. Alors, ce qui sera un espace un peu signalétique entre texte et photo, que j'ai appelé Kakilmed-Rasier, où on va retrouver à la fois des photos, le concours photo qui sera organisé l'année prochaine par Oui en Art auprès des scolaires, où on va leur demander de photographier les rimédes-rasiers. Alors, c'est intéressant d'avoir leur regard sur les rimédes-rasiers. Ça les obligera à aller chercher quand même de l'information orale ou plus sur le net. Mais c'est intéressant de voir le regard qu'ils vont poser sur les rimédes-rasiers. Et les lauréats de ce concours photo, leur photo sera présentée à l'entrée de ce parcours. Donc, il y aura aussi des informations sur l'histoire des rimédes-rasiers. Et un autre point important qui, pour moi, sont les passeurs de savoir. Ce sont les personnes qui, dans la ville, ont encore ces savoirs. Et c'est vrai que ces personnes, on ne les voit pas. Elles ne sont pas visibles dans notre paysage. Donc, l'idée pour moi, c'est de les identifier, avec l'aide de la mairie, des associations, d'identifier ces personnes qui ont encore ces savoirs sources, et puis d'en faire des portraits. Alors, il y aura un portrait visuel, mais aussi, une petite interview. Et l'idée, c'est que ce parcours soit aussi interactif. Alors, sous la forme de QR code, en passant devant ces portraits des passeurs de savoir, on pourra scanner le QR code et entendre en fait l'interview avec eux où ils vont parler de leurs pratiques et usages des rimédes-rasiers. Donc, voilà comment va se dessiner cette première partie du parcours. Et au sol, on va retrouver aussi des plantes médicinales, des rimédes-rasiers, mais vraiment dans l'esprit de ce qu'on appelle rimédes-rasiers. C'est-à-dire ce sont plusieurs plantes qui poussent ensemble, qui collaborent ensemble et qui donnent aussi à voir la particularité aussi de nos jardins. Ce ne sont pas des jardins à l'anglaise, j'ai envie de dire, ce sont des jardins où les plantes s'entremêlent et cohabitent entre elles. Donc, c'est important de montrer aussi l'image d'emblée aussi d'une façon très physique de ce que constituent nos rimédes-rasiers. Le deuxième espace, il passe devant une petite maison en contrebas. Donc, qui peut faire penser à une case. Donc, l'idée, ça va être de photographier dans Basse-Terre une case encore traditionnelle et on viendra mettre devant la façade de cette case cette photo agrandie qui va suggérer la case traditionnelle. Pourquoi j'ai voulu faire un focus là-dessus? Parce que c'est aussi la particularité de notre culture. Le jardin médicinal est un jardin qui est autour de la case. On l'appelait jardin bocase. Et donc, c'est derrière la maison, à côté, à différents endroits, on va les retrouver. Donc, en contrebas, j'ai voulu reconstituer ce carreau, en fait, de plantes médicinales qu'on retrouve près de la case, le jardin bocase. Et j'ai voulu faire aussi un clin d'œil à un élément de notre culture traditionnelle qui est l'utilisation des gaulettes, du bois de goélette tressé pour délimiter un carreau. À côté, derrière cette case, on va aussi utiliser cet espace. Il y a un talus qui sera, lui, recouvert de vétiver, qui a à la fois de vertu de retenir le talus, et c'est aussi une plante médicinale qui a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Donc ça, ce sera autour du jardin bocase. On continue le parcours. On voit qu'on a des murs, en fait, d'une huile, on va dire, et de magnifiques amandiers qui est posé dans ce jardin. Donc, ce que cet espace m'a inspiré, c'est l'espace TPI, où on a envie de s'asseoir et de prendre une tisane. Donc, on va essayer de reconstituer cette atmosphère dans cet endroit. Donc, on va imaginer des assises autour de l'amandier. Et là, je reviens avec ce partenariat avec les étudiants du lycée Raoul Nicolo qui ont travaillé sur des projets d'assises dans l'espace public. Et donc, l'un de ces projets viendra
rejoindre ce parcours de santé. Et voilà, on va voir lequel des projets s'adapte mieux au contexte, en fait, qui est celui de cet arbre, de cet amandier. Et donc, ce sera l'occasion pour eux de réaliser Grandeur Nature, l'une de leurs propositions qui va s'insérer dans le paysage. Donc, autour de cet espace, on va un petit peu le délimiter le long du mur par des jardinières. On verra quels matériaux on va utiliser. Ça peut être du bois, ça peut être des pneus, ça peut être des pierres. Et puis, une réalisation un petit peu centrale où j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la tasse dans laquelle on prend la tisane. Et donc, c'est un travail aussi qui sera fait avec les BTS du lycée du lycée Nicolo, où on va travailler une forme en fait d'un support en béton qui aura la forme d'une tasse. Donc, c'est aussi montrer comment les compétences qui sont pas très loin de nous peuvent trouver aussi des terrains à la fois d'expérimentation, de ce qu'on leur apprend en classe. Parce que je trouve que c'est important pour les enfants d'avoir des réalisations, j'ai envie de dire de vraies réalisations dans l'espace public. Et alors, cet espace, je l'imagine davantage. Oui, justement. Alors, vous savez qu'il y a toujours des impératifs d'horaire et les élèves qui sont avec nous vont devoir s'en aller. Alors, est-ce que ils peuvent nous dire quelque chose justement sans vouloir vous interrompre? Okay, d'accord. Non, mais, je reprendrai après. Ok. Voilà. Alors, je sais qu'ils sont avec nous et je sais que les contraintes d'horaire font que leurs parents vont venir les récupérer tout à l'heure. Alors, vous nous entendez bien, chers étudiants? Oui, on vous entend bien. Alors, ben parfait. Merci de me répondre. Alors, j'aimerais juste savoir comment vous envisagez ce projet, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet et quels sont vos objectifs? Alors, bonjour, je m'appelle Kelsey. Donc, le projet a eu lieu dans notre classe, la première STD2A du lycée Raoult Nicolo, avec l'accompagnement de Madame Kali et de Madame Nicolas. Donc, ce projet, nous l'avons commencé depuis l'année dernière. Nous l'avons commencé depuis le confinement. Donc, le but de ce projet est de réaménager la ville, ou du moins de créer un parcours, une façon plus intéressante de l'aborder, que ce soit avec un point de vue et des points pour se juger et se poser. Sur 30 projets que nous avons travaillé individuellement, nous en avons sélectionné 8 que nous avons fait évoluer. Donc, ça a été un long travail, ça va faire 1 an. Et nous allons vous faire la présentation maintenant. Je passe la parole à Coralie. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Coralie. Et je vais commencer par vous présenter les projets de la section. Est-ce que vous voyez la projection? Non, on ne voit pas la projection. Il faudrait peut-être partager. Attendez, j'ai lancé. Ah oui, attendez. Hop. Est-ce que là, vous voyez? Voilà, exactement. Très bien, on voit. Alors, tout d'abord, on a commencé par des hybridations pendant le confinement, comme vous pouvez le voir. Donc, ceux-ci sont des maquettes de notre classe. Et je vais commencer par le tout premier projet, qui est le projet MT360. Donc, le projet MT360 est un projet qui offre une vue à 360 degrés sur le lieu d'implantation. Donc, c'est une rencontre entre un microscope et un télescope. Donc, cela nous permet de nous considérer sur un changement d'échelle pour avoir l'infiniment petit qui est représenté par le microscope et donc du coup de nous mettre au centre même du projet. Voilà. Donc ici, on a quelques implantations au niveau de la ville, quelques dessins techniques ainsi que des modélisations. Ici, on a les premières planches réalisées dans notre classe et quelques maquettes. Ensuite, je vais vous présenter le projet Jeunesse Actuelle.
Donc, ce projet est un projet qui offre un jeu avec les échelles. Donc, il est composé de 3 éléments donc, qui sont totalement dissociés, donc qui ont une forme de loupe, de lunettes, et donc qui ont un visuel très artisanal. Tout simplement parce que l'extérieur du projet est réellement réalisé avec du tressage. Voilà. Donc, on peut le voir sur chaque dessin. Voilà, donc on a un jeu d'échelle. On a du tressage et quelques maquettes avec les dessins de perception. Donc voilà l'idée du tressage. Et voici la maquette finale. Donc ici, on a le point de vue qu'on voit juste ici sur l'implantation en pleine ville. Donc le troisième projet, c'est l'arbre-mère. Donc l'arbre-mère nous permet vraiment d'avoir sur cette question de la végétalisation. Comme vous pouvez le voir, c'est un arbre. Donc c'est l'idée de s'asseoir autour d'un arbre factice, donc en réseau d'assises différentes hauteurs. Donc c'est l'idée de créer un parcours au niveau de l'espace, comme vous pouvez le voir juste ici. Voici les maquettes de réalisation. Ici, la fiche technique. Donc, on a vraiment une bonne idée de la végétalisation, car le matériau principal sera la bagasse de canne à sucre, donc qui nous permet vraiment d'avoir une visibilité de nuit grâce aux LED qui sont à la base même du projet, ainsi qu'un rayonnement dans la ville. Je passe la parole à Cassandra. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je vais vous présenter le projet numéro 4 qui s'intitule Futur. Donc, le projet Futur est composé de 3 éléments. Donc, premièrement, une assise circulaire ainsi que des cadres de différentes tailles qui seront disposés autour d'un mât, ceci qui permettra différents points de vue. Et ce projet, justement, est en quête de simplicité qui donnera un effet pour adoucir la vie. Ça veut dire qu'il a pour objectif de mettre les passants, même les résidents de la Guadeloupe et même les touristes, plus à l'aise dans leur entourage, mais aussi de profiter de ceux qui les entourent. Ensuite, ici, nous pouvons voir l'évolution du projet, donc les différentes phases que nous avons, les différents endroits par lesquels nous sommes passés. Ensuite, la fiche technique. Par la suite, je vais représenter le projet numéro 5, l'Esteban, qui est un banc en forme de ruban, qui sera intégré à 2 arbres, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Très bien. Comme vous pouvez le voir ci-dessous. Et sera intégré dans un espace comme le champ d'Arbaud, qui est très espacé, mais en même temps qui permettra de profiter de la nature. Donc, ce projet, justement, est adapté aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes malvoyantes. Je vais laisser ma camarade Kelsey continuer le reste. Ici, on peut voir la fiche technique, ainsi que les différents éléments qui regrouperont le projet. Exemple, pour les malvoyants, nous avons installé une plaque vers le bas qui leur permettra de signaler qu'il y aura quelque chose en face d'eux, donc qui pourra les aider. Ensuite, nous avons un peu l'espace tout autour qui montre le végétal, donc justement en rapport avec le fait que vous avez parlé de la végétalisation, le fait que la nature ne soit pas assez présente. Et ensuite, on a les croquis et les maquettes et l'évolution du projet au fur et à mesure du temps. Alors, je prends le relais, je vais vous présenter le 6e projet. Donc, il s'agit de Cosmogonie. Alors, le nom lui-même est déjà tiré de la naissance de tout. Donc, ceci est le projet final. Nous pouvons observer des racines qui s'entremêlent afin de former un cadre et différentes assises. Nous avons également pensé à une boucle
de façon à laisser un espace par rapport à la crise sanitaire entre les personnes qui s'y assoient. Alors, là, on va vous montrer d'où est né le projet, donc les évolutions par lesquelles il est passé. À l'origine, la sémantique, la question qui s'est posée, c'est quel était réellement l'espace dédié à la végétation dans un milieu urbanisé. Donc, par exemple, la ville de Basse-Terre est très pleine par rapport à ses constructions, ses bâtiments, etc. Et du coup, afin de rajouter un nouvel élément, il fallait chercher une certaine finesse. C'est pour cela que nous avons décidé de créer un mobilier assez simple et épuré et qui n'utiliserait pas trop de matériaux. C'était une quête écologique. Donc, madame. Donc, voici la fiche technique où nous pouvons voir les matériaux ainsi que la perspective. Donc, donc, ça, ce sont encore les évolutions, donc les maquettes que nous avons testées, ainsi que les croquis, afin de se décider du design. Maintenant, nous allons passer au projet numéro 7, qui est Microbench. Donc, il s'agit d'un projet paramétrique et contemporain, avec une assise semi-circulaire et une tablette. Il y a également un élément d'ombrage qui rappelle le végétal. Donc voilà. Donc voici les croquis par lesquels ils sont passés afin de pouvoir trouver comment réaliser l'élément d'ombrage, justement, trouver les formes, les références, ainsi que les couleurs éventuellement. Ici, ce sont des fiches techniques, donc avec la perspective, des géométros, ainsi que des données de mesure. Tu as les mêmes moites. Je n'aime pas votre. Donc, voici le projet. Et je passe à présent la parole à Cassandra pour le dernier projet. Donc, le dernier projet qui s'intitule Vision du futur est un projet qui propose différentes manières de s'asseoir. Donc, vous pouvez le voir que ce projet est constitué de nombreuses marches, plus précisément 7 marches, qui permettront premièrement différentes positions à la personne qui ira s'asseoir dessus. Donc, il pourra se coucher, exemple, sur la petite esplanade qu'on voit en haut, qui donne l'entrée à la deuxième série de marches. Ou encore, avec la deuxième série de marches, nous pouvons aussi avoir différentes vues en hauteur. Donc, ça veut dire qu'il est un peu multifonctionnel, il peut se coucher, on peut aussi s'asseoir, on peut prendre des photos ou profiter de la vue avec les marches, justement, le principe d'une marche, c'est de s'élever, donc ça nous aide. Ensuite, nous pouvons le voir sur le côté, donc dans l'angle droit que nous avons, il y a un petit siège qui permettra aussi de s'asseoir. Donc, en plus des marches, il y a un siège intégré. Ensuite, nous allons vous montrer les croquis de base. Donc, on avait la recherche pour savoir la forme, comment on allait faire fonctionner le projet, donc l'esthétique et tout et tout. Ensuite, nous avons la recherche de matériaux, mais aussi des dimensions. Donc, vous pouvez le voir sur votre écran. Il y a la recherche de différents bois qu'on aurait pu utiliser pour le projet, parce que justement, il est fait en bois par rapport à la nature, vu qu'il s'est installé dans un milieu un peu aéré. Ensuite, nous avons les essais de maquettes. Donc, vous voyez l'évolution du projet. C'est parti d'un petit projet, ça a augmenté en une pyramide, et ensuite, justement, un étage d'escalier. Donc, il y a eu la simplification du projet au fur et à mesure. Et par la suite, vous voyez la fiche technique qui montre les différentes manières d'utilisation. Vous voyez qu'il y a un moyen de s'installer tout en haut, donc d'avoir différentes prises de vue, un moyen de s'asseoir, de marcher, donc tous les moyens de profiter que nous pouvons utiliser, que nous pouvons avoir en utilisant ce projet. Donc, nous avons fini avec les projets. À présent, nous allons vous montrer un deuxième diaporama qui vous présentera des idées que nous avons également eues. Il y a des projets des anciens élèves ainsi que de cette année.
où en fait, il s'agit de mettre en couleur et de mettre en lumière certains éléments de la ville de Basse-Terre. Et du coup, nous avons travaillé sur des façades colorées que nous allons vous montrer. Alors oui, nous voulons vraiment voir, mais est-ce qu'on peut défiler pour qu'on puisse voir? Parce qu'effectivement, le temps court, hein. Vous savez à quel point vous, jeunes, vous imaginez bien que tout passe très vite. Donc, je vous laisse commenter, dire en 2-3 minutes, effectivement, nous parler de ce second projet. Donc ici, on a premièrement des planches que les anciens élèves avaient réalisées sur la recherche de la ville de Basse-Terre. Et maintenant, on va vous présenter les façades qui animeront la ville de Basse-Terre. Donc ici, on a premièrement des croquis. Donc l'idée du contour avec la perception, etc. Et voilà que le travail commence. Donc ici, on a tout d'abord le fort Louis d'Albirès avec des inscriptions. Ici, on a un travail de typographie au niveau des rues de la ville de Basse-Terre. Donc, on a vraiment joué avec la typographie, car ce sont d'anciennes maisons qui méritent d'avoir une certaine valeur. Voilà. Et donc, on a vraiment travaillé sur les rues de la ville du centre-ville. Voilà. Quelques planches explicatives. Cette image a été intéressante. Oui. Vous parlez? Oui. Prenons cet exemple-là. Alors là, ce n'est pas réellement une peinture à une façade réellement rénovée, mais plus un élément imposé dans le décor, de façon à vraiment suggérer et attirer le regard des touristes, des personnes qui passent. Donc c'est un cadre qui va donner l'illusion d'avoir saisi une parcelle de la ville en réalité. Voilà, déjà on commence le travail sur la couleur. Voilà. Donc là on va tout d'abord commencer les travaux sur Photoshop. C'est une belle créativité qui est déployée et que nous voyons en images. Et nous aurons plaisir, si vous pouvez nous mettre à disposition ce document, à aussi le partager par la suite pour que ceux qui nous écoutent puissent bien voir et admirer tout ce travail. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça. Moi, j'ai été séduite par pas mal de projets. Donc, la question est comment Madame Guy Gabon et l'équipe vont pouvoir choisir un seul projet à intégrer. Alors, merci beaucoup, hein, jeune fille, j'allais dire. Bon, je suis un petit peu plus âgée. Mais merci beaucoup de votre implication et c'est vraiment admirable ce que vous faites. Je salue vos professeurs, j'entendais chuchoter à côté. Et voilà, une main qui passe. Et puis, nous aurons plaisir à échanger par la suite. Oui, salutations, nous aurons un plaisir à échanger par la suite avec vous et à venir vous rencontrer vraiment pour en savoir plus. Alors, à très bientôt. Et je passe juste un dernier mot à Mme Guy Gabon, très court, hein, pour lui demander donc quelle est la date de réalisation du projet et ensuite nous passerons à la table ronde. Alors le temps court, hein, Mme Guy Gabon, vous connaissez, vous savez déjà. Voilà, je vous laisse dire un mot. Alors, en fait, le projet a déjà commencé un peu dans sa phase de conception, hein, sur chacun des espaces, comment on veut les aménager. Donc, on est sur la phase de conception. Après, il y a une autre phase, mais qui ne dépend pas forcément de nous, mais de la municipalité, qui est de nettoyer l'espace pour qu'on ait vraiment une visibilité de l'état du terrain, de voir ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il faut faire comme différents aménagements avant qu'on puisse passer à la mise en œuvre. Donc, c'est un travail qui se poursuit et on va dire qui pourrait se terminer avant la fin de l'année. Donc, qui va peut-être être poursuivi pendant les vacances avec l'association Bois-Lançon, qui va être vraiment l'association avec partenaires avec qui je vais travailler sur la mise en œuvre de ce parcours de santé. Donc, il y a tout un cycle de mise en pépinière,
qui va probablement se faire pendant les vacances avec des jeunes qui seront en centre de loisirs. Donc, on va essayer de trouver en tout cas tous les moments pour associer les établissements scolaires. Donc, il y a le travail de pépinière, après il y a le travail de plantation, de fabrication des jardinières. Donc là, j'ai plus ciblé le collège, le travail sur le bois de golette, le tressage. Et puis le lycée, on a vu qu'il y a, donc c'est à la rentrée prochaine, on va travailler sur la réalisation de cette jardinière en béton et pigments. Et avec le lycée Gerville-Réache, la section art plastique, il y a le dernier espace du parcours où il y aura des sculptures en grillage. C'est un espace que j'ai appelé Rimed Razi en famille. C'est qu'il faut savoir que à chaque corps, on associe aussi des plantes de bien-être. Il y a ce qu'on appelle les zébafam, zébanom, zébatimoun. Et donc, c'est la sculpture qui va indiquer, en fait, à qui ces plantes sont destinées. Donc, il y aura une sculpture de femme, une sculpture d'homme, une sculpture d'enfant, autour de laquelle on aura les plantes de leur bien-être. Donc, voilà un petit peu le calendrier. Un projet très complet et qu'on a hâte de voir se réaliser pour qu'on puisse aller admirer toutes ces œuvres réalisées par des jeunes et moins jeunes. Mais c'est aussi ça aussi. Mais c'est cette rencontre. Travail intergénérationnel qu'on apprécie. Donc, merci beaucoup, Madame Guy Gabon, vraiment. Juste une dernière chose, c'est pour dire que j'espère beaucoup que ce jardin deviendra un lieu de rencontre, d'échange, d'animation, où pourront se poursuivre en fait ces échanges, ces rencontres intergénérationnelles, ces échanges de plantes médicinales, parce qu'un espace, il doit vivre. Et je pense, j'espère en tout cas que ce parcours de santé sera aussi un espace d'animation où on pourra se rencontrer autour de la question des Rimed Razi. Je vous remercie. Merci Madame Guy Gabon, vraiment, et merci aux élèves du lycée Raoul Nicolo pour ces présentations et ces beaux projets qui vraiment ont été une parfaite entrée en matière pour sans plus tarder passer à la table ronde sur la végétalisation comme stratégie d'aménagement en centre-bourg. Alors, autour de la table, les intervenants de cette table ronde que je vais présenter très rapidement, Emmanuel Gorju, expert senior arbre conseil anti-Guyane de l'Office national des forêts, Olivier Van Poek, paysagiste conseil de l'État, Emmanuel Briand, paysagiste de Caraïbes Paysages, qui est un cabinet, Sonia Joseph, animatrice de la fonction Conseil environnement du Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe, et Madame Marguerite Joyot, paysagiste, chef de projet environnement et paysage de la direction de l'ingénierie et de la stratégie routière de la région Guadeloupe. Alors, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous. Et sans plus tarder, vraiment, puisque, comme je l'ai dit déjà 2 fois, mais le temps court, je vais demander à Monsieur Gorju, premièrement, de lancer cette table ronde en nous expliquant les avantages et les inconvénients de préserver et de développer l'arbre et la végétation en ville. Puisque, bon, végétaliser, d'accord, mais qu'est-ce qui peut aussi décider vraiment les élus, les techniciens à végétaliser un centre-ville? Alors, il y a une présentation, un PowerPoint. Sauf que la première page était un peu pleine de coquilles et pleine de fautes. Donc alors, on va passer la première page et passer à la deuxième page tout de suite. Nous sommes réactifs. C'est parfait que les photos sont oui, sur non, texte, c'est un peu n'importe quoi. Nous connaissons toutes ces contraintes, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais, vous me laissez la tâche de démarrer comme ça la table ronde, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de rebondir surtout sur les interventions de la première personne, la Monsieur Otto. Qui a à peu près résumé en fait la végétalisation et les défis qui nous attendent. Sur les bienfaits, les bienfaits de la végétalisation et de l'arbre en particulier en ville, je pense qu'on les connaît tous, sont aussi bien des bienfaits sur la santé. Des études ont montré que ça avait des répercussions au niveau sanitaire, donc sur la population, donc une amélioration
Ça favorisait la pratique d'activités physiques, ça favorisait aussi les déplacements, ce qu'on appelle aujourd'hui les déplacements doux, c'est-à-dire le fait d'avoir des parcours ombragés facilite la marche à pied, le vélo, etc. et permet de redynamiser souvent des centres-villes un peu délaissés par le tout voiture, etc. parce que c'est compliqué pour se garer, parce qu'il n'y a pas d'ombre, parce que ci, parce que là. Sur la pollution aussi, Monsieur Otto l'a rappelé, effectivement, même si l'arbre et le végétal en particulier, l'arbre ne sont pas la solution, mais font partie de la solution, mais ce ne sera pas la panacée. C'est pas eux qui empêchent la pollution, malheureusement, puisque les arbres aussi rejettent des composés volatiles, organiques volatiles, hein, qui sont responsables aussi de la formation de l'ozone, qui n'est pas un gaz très très bon pour la population non plus. Donc, vous voyez, les arbres ne font pas non plus que relâcher des bonnes choses, mais ils participent quand même, même si c'est pas la solution contre la pollution, mais ils participent à aider à lutter contre la pollution. Donc pour l'homme, sur la pollution, sur le stockage de carbone aussi, c'est une chose qu'on oublie un peu, mais l'arbre particulièrement est le végétal qui stocke le plus de carbone, donc aussi ça peut représenter quand même des quantités importantes suivant la quantité d'arbres qu'il y a une ville ou une commune, par exemple. D'arbres urbains, hein, on parle d'arbres en ville. Donc stockage de carbone, sur le plan économique, M. Otto l'a rappelé, effectivement, sur l'attractivité des territoires, l'attractivité des villes, sur le prix de l'immobilier aussi, énormément. Hein, il y a une différence entre la valeur des biens immobiliers selon s'ils sont proches d'un espace vert ou éloignés, hein, etc. Voilà, je pense que sur voilà, et après sur le climat aussi, effectivement, c'est ce qui nous intéresse particulièrement et une des choses qui est importante à gérer chez nous, c'est ce qu'on appelle, qui est beaucoup débattu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, qui sont en fait des points chauds dans les villes. C'est la différence en fait de température entre le milieu rural et le milieu urbain. Il y a une augmentation de la température au milieu de ces points chauds qui est due principalement à la réverbération et à l'emmagasinement et tout ce que les matériaux emmagasinent en chaleur et en énergie et qui rejettent dans la journée ou en général la nuit. Et ce qui est fait qui a pour effet d'augmenter la température dans les villes. Hein. C'est pas négligeable, ça va de 6 à 15 degrés suivant les espaces verts et suivant les zones. Hein. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà, et ça ce sont les bienfaits de l'arbre en général et ce à quoi on pourrait, donc dans une période de réchauffement climatique, dans une période où on sait qu'on va faire face à des pics de chaleur plus importants ou des pics de pollution plus importantes, c'est de réfléchir pas seulement sur la végétalisation, mais réfléchir aussi également sur les matériaux qu'on utilise en ville. Sur leur pouvoir d'emmagasiner l'énergie et de la renvoyer est aussi intéressant. Au même titre aussi que je ne dissocie pas de la végétalisation, mais qui est le principal problème dans nos villes, c'est l'imperméabilisation des sols, qui est aussi un enjeu, parce qu'on ne pourra pas revégétaliser la ville si la ville n'est pas perméable. Et le cas actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, 90% de l'eau qui tombe en ville repart dans les réseaux et est très peu utilisée par les plantes. Et si on veut rafraîchir la ville et si on veut que nos plantes vivent bien et correctement, il faut absolument qu'on leur donne des conditions de vie correctes. Donc ça veut dire de l'eau, des sols, de l'eau. Et pour ça, il faut absolument qu'on capte cette eau-là et qu'elle reparte dans les réseaux, elle bénéficie aux plantes et qu'elle bénéficie au reste. En gros. Et vous n'avez pas parlé des inconvénients. Vous avez dit que l'arbre jette effectivement. Pour moi, ça n'a pas d'inconvénient, l'arbre, mais bon, si. Non, les inconvénients. C'est pas le si on veut, pour un arbre urbain, pour la végétation de ville, moi je pars du principe que si on veut qu'un arbre perdure dans le temps, il faut d'abord qu'on choisisse correctement, qu'on choisisse la bonne essence, la bonne espèce, qu'on le plante au bon endroit, c'est-à-dire qu'on lui laisse la place pour qu'il se développe. Et troisièmement, qu'on l'entretienne et qu'on le protège, quoi, en fait. Donc, si on part de cette base-là, après les inconvénients des arbres en ville, oui, si vous suivez ça dès le départ, les inconvénients diminuent. Par contre, il y a des inconvénients, par exemple, au niveau souterrain. Au niveau souterrain, avec une concurrence avec tous les réseaux comme on est dans des villes qui sont très imperméabilisées, forcément les arbres avec leurs racines vont chercher la moindre goutte d'eau et vont aller les chercher. Donc tout ce qui est réseau enterré, tout ce qui est fuite d'eau dans canalisation, etc., de manchons autour des égouts, effectivement les arbres se jettent dessus parce qu'ils n'ont pas d'eau ailleurs. Donc ils vont chercher l'eau. Ça c'est un des inconvénients. Deuxième inconvénient, les réseaux aériens.
Il y en a un peu de moins en moins, puisqu'on a tendance à enterrer un peu plus maintenant en milieu urbain, les réseaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais d'un autre côté, voilà, il y a aussi les racines qui rentrent en concurrence avec ça, avec les racines aériens, avec les réseaux aériens qui sont encore actuellement en place. Je parle électrique, fil électrique, fil téléphonique. Et ensuite, vous avez tout le problème santé, effectivement, des problèmes d'allergie. On est dans une époque où il y a de plus en plus de personnes qui développent des allergies au pollen, etc. Et certaines essences peuvent décharger des fois des pollens qui peuvent être très irritants. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients. Et autre inconvénient, l'arbre en ville ou le végétal en ville a un coût. Et manifestement, c'est pas la priorité c'est pas forcément la priorité actuellement dans les communes parce qu'il y a d'autres problèmes à régler, plus importants, assainissement, enfin voilà, j'en passe. Donc, ce qui fait qu'en fait le végétal est souvent la dernière roue du carrosse dans l'histoire et c'est celui à lequel en fait on consacre souvent le moins de moyens et pourtant c'est celui qui pourrait nous rendre le plus de services systémiques. Ou plus de services, ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà, les aménités, c'est des choses qui ne sont pas quantifiables financièrement, mais qui quand même rapportent des choses à la société et à la communauté. Donc voilà, en gros. Oui, alors donc j'ai bien fait quand même de poser la question des inconvénients de l'arbre en ville, puisqu'il y en a pas mal, et peut-être que c'est aussi ce que vous avez mentionné qui représente des contraintes peut-être pour les décideurs. Est-ce que vous avez constaté sur le terrain que ce sont des arguments que les décideurs avancent pour ne pas privilégier la végétalisation dans le centre-bourg? Je pourrais pas dire clairement, c'est pas dit clairement de cette façon, mais on se rend bien compte que oui, de toute manière, si vous prenez le nombre actuellement, par exemple, le nombre de villes, ne serait-ce qu'aux Antilles-Guyane, ou le nombre de communes qui ont un plan de gestion de ces espaces verts, vous serez surpris. Donc, il n'y en a pas. Donc c'est clair. Donc voilà. Voilà, donc c'est réglé. C'était au moins clair. Donc comment planifier, comment gérer sur le long terme, je dirais des budgets, des choses comme ça qui peuvent être, voilà, on n'est pas obligé de tout faire une fois, on peut le faire mais il faut planifier ça. Et pour le planifier, je crois que la première chose, c'est déjà de prendre en compte les espaces verts dans les PLU, qui est l'outil de base en fait. Si on veut régler le problème, il faut absolument inclure que les communes prennent dans les PLU, ces programmes dans les PLU, ces parties d'espaces verts et de végétalisation qu'ils veulent garder pour plus tard. Contrairement à ce que disait M. Otto tout à l'heure, Haussmann, sur les boulevards haussmanniens, avait prévu des arbres. Effectivement, c'était des grands trucs, mais ces arbres étaient prévenus. Et si vous regardez sur les boulevards haussmanniens à Paris, il y a toujours des doubles alignements d'arbres dans les rues. Donc il avait même prévu la place pour planter des arbres à l'époque. Et pour la petite histoire, à l'époque, quand il plantait, par exemple, sur les boulevards haussmanniens, il plantait des alignements, c'était pas des fosses de plantation, c'était des tranchées. C'est-à-dire qu'il faisait des tranchées, qui prenaient tout le boulevard, et il plantait les arbres dans ces tranchées. Donc il rajoutait de la bonne terre. Aujourd'hui, on plante dans des fosses. Au 19e siècle, les jardiniers, justement haussmanniens, disaient qu'il fallait des fosses de 3 mètres sur 3 mètres, 5 mètres sur 3 mètres. Ça fait 15 mètres cubes quand même, pour un arbre, pour un platane. Aujourd'hui, quand on plante 1 mètre sur 1 mètre, c'est déjà une grosse fausse. Et si on pouvait les planter 40 sur 40, on le ferait. Tout ça fait que cette perte technique, cette perte de savoir technique, si les anciens le faisaient, c'est pas pour rien, parce qu'ils n'avaient pas de pelle mécanique pour creuser. Ils y allaient à la main, donc ça c'est aussi un des facteurs. Il y a aussi une mécanisation des choses qu'on fait, on a voulu faire rapide, mais on laisse plus non plus les espaces qu'il faut planter. C'est pour ça que je disais, en ville, il faut vraiment... Quand on choisit un arbre, on choisit l'essence, on choisit l'emplacement, et si on a choisi l'emplacement, l'entretien après, il coule de source, sur les lagages particulièrement. La perte de connaissances, la perte de technique de taille, il ne faut pas croire dans le temps, nos anciens, quand ils montaient dans un arbre, dans un gros manguier pour couper une branche comme ça, ils mettaient 1 heure à la scie pour y aller. Donc ils prenaient leur temps et ils réfléchissaient aux branches qu'ils allaient couper. Aujourd'hui, avec une tronçonneuse, n'importe quelle personne, en 2 secondes, peut vous mettre par terre un arbre qui aura mis 50 ans à pousser. Donc c'est aussi ça, il y a aussi cette perte qu'il faut qu'on reprenne entre le temps, et surtout une chose aussi que notre société, il faut qu'elle accepte une bonne fois pour toutes, c'est que le végétal, il lui faut du temps. Et que si on ne laisse pas le temps au temps, pour avoir un résultat correct, c'est sur le temps qu'on y arrivera. C'est pas demain, si vous plantez aujourd'hui, c'est pas dans 2 jours, dans 2 ans ou dans 3 ans que vous verrez les résultats. Et ça, il faut quand même qu'on finisse par l'accepter. Tous les arbres qui sont anciens qu'on a dans nos villes, ce ne sont pas des arbres que nos parents ni nos grands-parents ont vu planter. Ça, faut se le dire, quoi. Et qu'un jour ou l'autre, si on ne replante pas des arbres, nos enfants et nos petits-enfants, ils les verront, eux, gros. Nous, on ne les verra pas, nos enfants peut-être pas, mais leurs petits-enfants, à eux, oui. Et ça, c'est cette notion-là qu'il faut garder du temps avec le végétal.
Alors, Notion très très importante. alors justement, la notion de temps est très importante dans les projets d'aménagement. Et donc, ça me fait la parfaite transition pour donner la parole à M. Van Poek, qui est paysagiste conseil de l'État, et pour lui demander alors comment la végétalisation est prise en compte dans les projets d'aménagement, puisque vous êtes souvent sur le terrain, comme M. Gorju d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Parce qu'on a bien compris que donc les plans locaux d'urbanisme, les fameux PLU, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur tous ces projets d'aménagement et la végétalisation liée? C'est effectivement ce qui a été dit très intéressant parce qu'il faut rappeler toute l'importance du végétal par rapport aux différents éléments qui apportent dans la ville. Et quand j'ai commencé à travailler, le végétal était considéré uniquement comme un élément d'esthétisme urbain. Hein, c'est joli. Et effectivement, c'est pour ça que souvent il était relégué au second plan dans les projets comme un élément, comme une variable d'ajustement. Hein. Et pour tous ceux qui pratiquent le métier, on sait bien que quand on aménage la ville, on fait le bâti, puis on fait les VRD, et on termine par l'espace vert au moment où il y a des problèmes budgétaires parce que les lots qui sont passés avant ont soit mangé plus que prévu, et le végétal s'avère être une manière de pouvoir gérer ces déficits. Donc, effectivement, ça a évolué, et vous l'avez rappelé, le végétal, c'est plus qu'uniquement de l'esthétique, et j'ai repris quelques slides qu'on peut passer, hein, qui rappellent tous ces éléments, et je pense qu'il faut sortir uniquement de la vision que du végétal. Le végétal, c'est pas un mobilier urbain, hein, vous l'avez bien expliqué, c'est un élément vivant, et on l'oublie trop souvent. Et il fait partie d'un tout, c'est le vivant, c'est un écosystème, la ville en fin de compte. Et on parle actuellement de Covid, mais le Covid, c'est pas la cause principale, mais on se rend compte qu'on a des déséquilibres qui s'opèrent dans nos villes au niveau écosystème. Donc le vivant, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la matière, c'est aussi la faune, la microfaune. On a parlé d'aspect dépollution. Les plantes servent à épurer les eaux. Hein, on parle du lagunage. Donc il y a énormément de fonctions qui sont très utiles. Il y a la fonction climatique. Hein, un arbre, ça envoie des tonnes d'eau dans l'atmosphère, donc ça réduit fortement la température. C'est également, sur les images suivantes, il ne faut pas l'oublier, un élément de réduction de beaucoup de problèmes d'érosion. Hein, on peut fixer ce qu'on appelle le génie végétal. Ça permet d'éviter d'avoir sur des sols fluents des techniques très très lourdes, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces images sont des images prises ici en Guadeloupe, hein, donc ça ne vient pas d'extérieur. On l'a vu lors des événements cycloniques, le végétal est aussi un élément, on a vu tout à l'heure la mangrove, d'un tampon énorme par rapport à ces événements exceptionnels. On peut avancer sur les images encore. Bon, l'esthétique, c'est important, effectivement, et on l'a vu dans toutes les interventions tout à l'heure, ça va au-delà de l'esthétique, c'est aussi tout un monde imaginaire, artistique, c'est quand même nos racines. On fait partie du vivant, et on a besoin de ce contact. On voit bien que les confinements qu'on a actuellement ont une conséquence très forte par rapport à cette distance à la nature et à l'environnement qui blesse beaucoup d'urbains qui s'en rendent peut-être pas compte, en fin de compte. La planche suivante, qu'on va vous mettre à l'écran, illustre aussi un lien particulier, comme en Guadeloupe et dans les Antilles, à tout un monde culturel, mais aussi de médecine, qui a été évoqué tout à l'heure par Mme Gabon. Et donc, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie d'une identité aussi, le végétal. Et donc, c'est aussi un grand danger dans nos secteurs. On a tendance à importer beaucoup de végétaux exotiques et de perdre un petit peu l'identité de ce végétal local qui pourtant est présent, mais qui est souvent oublié. On a un problème de filière de production, on en reparlera tout à l'heure, au niveau des pépinières notamment. La planche suivante illustre aussi ce rôle du végétal comme un élément de structuration. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Mais voilà, on a quand même un souci dans nos villes qui s'égrène le long des routes avec le problème de structuration. Le végétal est un élément qui vient aussi
aider à composer l'espace et à créer des atmosphères très fortes. Bien sûr, la planche qui est là, c'est un élément de valorisation économique. On le voit sur différents points. Et puis, M. Otto a insisté tout à l'heure au rapport humain. Et là, on a quelques photos qu'on avait fait ensemble, Emmanuel, lors des plans paysages. La photo suivante, vous pouvez avancer, qui illustre tout ce rapport à l'initiation à l'environnement et aussi toutes sortes de traditions qui étaient liées à la terre et à la connaissance du vivant. La planche suivante rappelle ce rôle extrêmement important de dépolluant. Il faut imaginer que les arbres, ce sont des immenses filtres qui captent toutes les poussières, et je sais qu'il y a quand même souvent des poussières qui viennent même du Sahara. Et donc, mais sachez que les racines sont également un dispositif dans le végétal qui a un rôle microbien très important sur l'épuration des sols et qui, en génie de dépollution, est souvent utilisé. Non seulement pour les eaux, mais aussi pour des problèmes de pollution de terre. Ensuite, rappelons quand même que le végétal, sur la planche suivante, s'il vous plaît, est aussi un lien très fort au monde imaginaire et au rapport ludique. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Nos aires de jeu sont souvent un petit peu aseptisées, et comme gamin, on sait que parfois un tronc d'arbre, quelques tunnels de branchage sont suffisants à éveiller tout un monde imaginaire. Alors, bon, fort de ce constat, je pense que maintenant on se rend compte auprès des maîtres d'ouvrage qu'on a réellement un usage même économique et important du végétal, et je me suis posé la question de savoir quels sont les constats qu'on a en Guadeloupe. Alors moi, au niveau de l'ADL, je vois défiler des très très beaux plans, avec beaucoup de végétal en concours, et puis je vois la réalité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Alors on va essayer de voir pourquoi, mais soyons quand même positifs, et passons en revue quelques images. Là, c'est l'image suivante, c'est sur... vous pouvez avancer. Hein. Oui, bon, ça on reconnaît, hein, on est sur... oui, ah ben oui. Voilà, Pointe-à-Pitre, et le rapport à la mer qui est important et qu'on est en train de redécouvrir. La photo dans pas longtemps. Alors les tours vont disparaître. Ouais, il y a tout un on va refaire la photo. Mais effectivement, il y a un rapport à la mer, à la nature qui est important, qui pourrait encore être magnifié, je pense, pour une ville. Beaucoup de villes ici sont au bord de mer et ont peut-être trop souvent tourné le dos à cet atout qui comme dans beaucoup de villes, a été oublié. La planche suivante a été prise à Marie-Lalande et illustre cette prise de conscience du végétal en tant que réservoir génétique aussi, mais anti-érosif, et là, une mesure de plantation, de protection en bord de mer. La planche suivante, on est à Vieux-Bourg, et je trouve intéressant de voir aussi comment on a composé avec le végétal les mornes et les complexités topographiques qui font qu'en fin de compte, on arrive à un patchwork qui parfois est très intéressant, comme on peut le voir sur cette vue-là. Ce n'est pas toujours le cas, on va le voir. Et dans des sites urbains, on a perdu beaucoup de contact avec la nature. On va avancer. Et donc là, j'ai mis quelques exemples de conquête de friches. Hein. On a quand même une population qui baisse en Guadeloupe, et donc des friches et donc des lieux où la nature peut venir. Et pour l'avoir vécu en métropole, on peut parler de friches nomades, où le végétal s'installe, peut vivre un certain temps en attendant un projet urbain, sous forme de jardins familiaux, ou d'expression artistique, comme on le voit là. Vous pouvez avancer. Donc là, on est sur des opérations plus belles Larry, hein, qui sont faites dans le centre historique de Pointe-à-Pitre, avec des jardins familiaux partagés, et donc toute cette recherche de cohésion sociale qui ont été révélées tout à l'heure. Vous pouvez avancer, encore d'autres images. Donc, dans les projets urbains qu'on voit, le fameux projet en rue, on voit aussi quand même un gros travail sur des trames vertes, des trames bleues, la recherche de cohérence. Hein. Vous pouvez encore avancer. Et on a un végétal qui, en tout cas une nature qui s'installe, alors qui pourrait être encore améliorée, mais on retrouve des choses assez intéressantes. Vous pouvez encore avancer. Après, j'ai mis une photo de Memorial Act où il y a eu un gros travail. Alors là, on est toujours dans le centre
dans les quartiers, je dirais, collectifs, hein, voilà, avec des choses intéressantes. Ici, Mémorial Hat, avec un gros travail sur l'eau, sur le végétal. On est plus dans le prestige, mais c'est aussi intéressant de voir que le végétal, comme on l'a dit tout à l'heure, est un élément de plus-value. La planche suivante, après, c'est une valorisation, je pense, montre aussi le maintien d'éléments identitaires comme un morne, un grand camp, avec son cortège végétal et ses espaces de jeu. Alors c'est bien, c'est très concret, comme on voit bien effectivement qu'il y a une intégration, Vous pouvez monter l'image? montée d'évolution. Et Ça marche pas. Voilà, donc là on est à Grand Camp avec un espace qui effectivement rappelle le lien au Grand Fond, qui pénètre jusqu'au cœur de la ville, et c'est intéressant aussi de voir ces liens identitaires par rapport au paysage. Pointe-à-Pitre n'est pas, où les habits ne sont pas la même ville que Rio ou d'autres villes en climat tropical. Ensuite, il y a une photo où nous sommes, nous, ici à Dotemar, avec la suivante, s'il vous plaît. Voilà, où on met en œuvre, hein, vous avez parlé tout à l'heure, l'ONF a parlé d'infiltration des eaux, toute la problématique qu'il faudrait avancer. Mais ça veut. alors quelquefois Oui, c'est pas grave. voilà. On a sauté une image, mais c'est pas grave, donc on montrait des stationnements en revêtement drainant, végétalisé, et puis un ombrage sur les stationnements. Alors cette photo-là est intéressante, c'est une photo prise en décollant de Pointe-à-Pitre de l'aéroport, où on voit, on a vu les grands fonds, et en fait c'est la ville qui investit la nature, et c'est un grand questionnement. Nous on parle de la nature en ville, parce que c'est la ville qui vient à la nature. C'est une réelle problématique parce qu'on a une forme d'envahissement, mais il y a peut-être une recherche de cohérence à trouver. Je sais que c'est très cher aux Guadeloupéens de pouvoir aller dans la nature, mais il faut aussi pouvoir la préserver et garder ses liens. On peut avancer. Alors, après toute cette questionnement, on peut se demander quels sont les freins, pourquoi, vous l'avez posé. Pourquoi oui, parce que c'est la question qui nous occupe. On est tous d'accord ici pour dire que c'est utile. Et pourquoi c'est pas utile? J'ai pris cette photo cette semaine, là, c'est un petit canal où la nature peut faire peur, en fait. Un peu effrayant, c'est un figuier trembleur là, qui a pris possession de... Et donc, je pense qu'il y a à la base, on peut avancer sur les images, cette notion de nature hostile, hein, avec tout son cortège de petites bêtes plus ou moins dangereuses, et qui fait que souvent on nous dit mais je ne veux pas de ces plantes, ça va amener des moustiques, hein, ou d'autres insectes. Je vous ai mis une photo, après on verra, de maisons qui sont envahies par des termites, par exemple dans les quartiers, dans les abîmes. Vous pouvez avancer là. Et donc, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on parle de biocénose, d'écosystème en fin de compte, et que c'est vrai que si on a un déséquilibre, on peut avoir une dominance de certaines espèces, et on sait très bien que si un plan d'eau est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poissons et de batraciens, effectivement, il va y avoir pullulation de moustiques. Donc, il faut retrouver ces équilibres dans nos aménagements. Je souriais parce que vous êtes paysagiste et c'est moi qui aurais dû parler de la biodiversité, c'est un des bienfaits que j'ai oublié de... Mais c'est bien, c'est pour ça que c'est complémentaire. Là, c'est l'aspect... Il y a d'autres aspects, et ça c'est vraiment important, je pense, à l'adresse des maîtres d'ouvrage, donc les décideurs, les élus. On a parlé du coût. Mais je pense qu'au-delà du coût, il y a un problème sur la gestion. Et vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, c'est des éléments naturels. Il ne suffit pas de planter comme un banc ou une borne un arbre, c'est un élément vivant, il faut lui donner une bonne terre, mais après il faut savoir l'entretenir. Donc il y a un problème sans doute de moyens et de connaissances. Donc il y a un problème sur les formations, je pense, de filières en Guadeloupe. On voit bien qu'on ne taille pas de la bonne manière. Et je pense qu'il y a à la base aussi un problème de maîtrise d'ouvrage. Ce qui se passe, alors là c'est un peu technique, mais il faut savoir que quand on fait un projet, vous avez des acteurs qui sont soit l'agglomération, soit les communes, et le végétal est en fait souvent une maîtrise d'ouvrage, donc une compétence communale. Et les communes, on sait bien, n'ont pas beaucoup de moyens en gestion et en aménagement, et donc délaissent un petit peu ça. Donc il y a peut-être à réfléchir sur l'organisation de la gestion du végétal en Guadeloupe, comme ça se fait en métropole, où des agglomérations peuvent avoir des services d'entretien qui ont des moyens et des connaissances que ne pourrait pas avoir chaque commune. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle des gestions différenciées,
c'est-à-dire avec plus de compétences écologiques pour justement gérer ce végétal de manière correcte. Après, il y a un autre problème. Et j'espère que je ne mange pas trop sur le temps, mais il y a la problématique. Je commence à vous faire les gros yeux. Voilà. Vous savez qu'on a des politiques qui visent à. Alors, c'est un gros mot, mais c'est ZAN, donc zéro artificialisation nette. On veut reconstruire la ville sur elle-même, donc réinvestir les dents creuses. Donc ça fait moins de nature aussi en ville. Et donc on a des politiques qui sont un peu contradictoires et qu'il va falloir gérer. Voilà, donc je pense qu'on a... Enfin, vous avez vraiment brassé, oui, différents points. Après. J'ai des pistes qu'on évoquera tout à l'heure, peut-être, oui, pour voir comment on peut aller de l'avant. Et en plus, je vois les questions arriver, mais c'est parfait parce que certaines questions, comme celle de Marilyn, qui disait alors et le coût d'entretien, eh bien, c'est très bien parce que Monsieur Van Poek en a déjà parlé. Donc, Marilyn, j'espère qu'il vous a apporté les précisions qui s'imposent. Et justement, on parle d'entretien, on parle de nature en ville et comment faire, les freins. Je passe ça par Monsieur Briand, puisque il y a des outils pour justement accompagner ces élus, ces techniciens, etc. Et notamment ce livret à l'initiative de la DEAL et que vous allez nous présenter en quelques minutes, mais pour nous dire vraiment en quoi cet outil est précieux pour tout ce qui concerne la végétalisation au centre-bourg. Oui, alors effectivement, il y a quelques années, la DEAL a commandé un livret de fiches pratiques pour la nature en ville, en Guadeloupe. C'est un certain nombre de fiches qui sont organisées pour certaines par rapport à la manière de faire. Comment je fais pour ramener des arbres, de la végétation en ville. D'autres fiches qui sont plus spatiales, c'est-à-dire comment je fais pour la place de ville, comment je fais pour la rue, comment je fais pour le parvis de l'église, le littoral, etc. Et puis des fiches qui sont davantage liées à la gestion et au juridique. Donc ça, il y a quatre livrets. C'est fait pour être très concret. C'est pas du blabla, c'est beaucoup d'images, beaucoup de choses simples, des listes végétales de référence, des références juridiques et qui renvoient vers des guides plus complets. Ça a été fait notamment à l'époque avec le Conservatoire botanique des Antilles françaises. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique et la plupart des éléments qu'on a déjà évoqués lors de cette table ronde ou lors des interventions précédentes font l'objet de conseils pratiques dans ces fiches-là. Donc que tout le monde s'adresse à la DEAL et viennent piquer des informations utiles dans ces documents qui sont publics, qui sont en libre accès sur Internet. Oui. Notamment sur le site de la DEAL. Sur le site de la DEAL, tout à fait. C'est aussi de mettre là, à l'intérieur. Ouais, exactement. Le petit élément technique. Et voilà, donc ça, il y a beaucoup d'éléments. Moi, ce que je voulais dire, au-delà des fiches pratiques pour la nature en ville en Guadeloupe, de façon plus globale, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse arrêter de sectoriser l'aménagement en ville, qui amène justement à considérer, comme le disait tout à l'heure Olivier, comme le disait Emmanuel auparavant, l'élément végétal comme la dernière roue de l'aménagement une fois que j'ai géré tout le reste, alors qu'on peut proposer et concevoir des solutions beaucoup plus intégrées. La question de la gestion des eaux pluviales évoquée par Emmanuel tout à l'heure est symptomatique. Pourquoi continuer à dépenser de l'argent, à canaliser de l'eau de pluie qui va dans des tuyaux, qui va ensuite être rejetée et qui va poser des problèmes d'érosion, des ravines dans lesquelles elles sont rejetées. Enfin, bref, on accumule les dépenses et les problèmes, alors que l'arbre ne demanderait pas mieux que de récupérer ces eaux de pluie et qu'en plus, il en consommerait une partie qu'il renverrait vers l'atmosphère. On sait que les systèmes racinaires favorisent l'infiltration en profondeur de l'eau plutôt que de les laisser en surface. Donc, mêlons un peu tout ça, arrêtons de sectoriser tous les aspects. Et on parle de la gestion des eaux de pluie, mais on pourrait aller dans plein d'autres domaines, y compris dans des domaines qui paraissent parfois très antinomiques. Quand on prend de l'écologie pure, et par exemple, les trames vertes et bleues. Tout le monde a entendu parler de ça, schéma régional de cohérence écologique, atlas des trames vertes et bleues, ça fait quelque chose de très, très écolo. Oui, n'empêche qu'une trame verte, c'est simplement un support de végétation qui va permettre des échanges
de flux d'individus à travers le territoire. Ces trams peuvent passer par la ville aussi. Et dans ce cas-là, la trame verte et bleue peut devenir support de cadre de vie, peut devenir un moyen pour gérer les eaux de pluie, par exemple, et aussi favoriser les mobilités douces. La trame, par définition, devra rentrer et sortir de la ville. Finalement, comme le déplacement. Si on veut piétoniser, par exemple, il y a des projets qui envisagent de le faire, piétoniser certaines parties du centre-ville, ça sous-entend qu'on va devoir se garer en périphérie. Donc, aller de la périphérie vers le cœur de ville. À ce moment-là, on est dans des flux, dans des gestions de transit, et l'accompagnement de ces flux gagnera à être végétalisé pour que ces axes soient vraiment utilisés. On sait très bien que la contrainte maximale pour les mobilités douces aux Antilles, c'est la chaleur notamment et l'ensoleillement. Si on veut favoriser les déplacements piétons et cycles en plein cagnard, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'on puisse avoir de l'ombrage et aussi un cadre agréable pour se déplacer. L'arbre est un atout, y compris sur des axes qui peuvent constituer de véritables trames vertes à travers la ville. Ça sous-entend pour ça qu'il faut quand même avoir réfléchi le projet, notamment par l'usage peut-être d'espèces plus cohérentes par rapport aux écosystèmes naturels, avec davantage d'espèces indigènes, par exemple. Olivier l'évoquait tout à l'heure, c'est pas forcément encore des choses qui sont extrêmement simples parce qu'il faut structurer des filières de production, mais il faut pouvoir aller vers ces possibilités-là de manière à décloisonner complètement les différents aspects et que la nature en ville devienne un élément de composition du projet avec tous les atouts qu'on a déjà évoqués et qui peuvent servir la ville. Alors vraiment... Si quelqu'un n'était pas encore convaincu de tous ces atouts, alors plus on progresse dans la table ronde, plus il y a des éléments indiscutables. Et justement, pour continuer cette progression, je me tourne vers Madame Sonia Joseph du CAIE, puisqu'on a parlé d'un outil comme le livret, mais il y a aussi une démarche qui est la démarche Greenville. Vous allez nous en dire plus. Et ces outils aussi que le CAIE prépare sur la gestion écologique des espaces verts et bien sûr cette notion d'arbre en ville qui nous anime depuis le début. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur toutes ces notions-là que j'ai balayées, mais vous allez nous détailler tout cela? Oui, en fait, il y a des éléments qui sont déjà ressortis à travers la table ronde. En fait, c'est que M. Ganjus en a parlé, les autres experts aussi. Je pense qu'il y a une perte de connaissances, en fait. Il y a des choses qui se faisaient avant, qu'on a tendance à oublier, et en fait, il faut animer la connaissance. Elle est là, mais il faut en permanence faire de l'animation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais si on n'anime pas, en fait, après, il se passe rien. Il y a des outils qui existent, mais il faut animer ça, en fait, au quotidien. Donc, par exemple, sur la gestion écologique des espaces de nature en ville, l'ADL a fait de super outils. Il y a la CNGT aussi qui a fait des outils propres à son territoire sur comment gérer les espaces. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'aménagement, mais une fois qu'en fait on a aménagé, il faut gérer ça. Donc il y a une certaine manière de faire et il y a une connaissance à diffuser autour de ça. Donc le CAIE s'est associé à Planter Cité, qui, eux, animent le label Éco-Jardin en métropole. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de reprendre un petit peu cette démarche et de valoriser les outils existants, notamment les outils dont M. Briard a parlé, les outils de la CNGT, et puis il y a d'autres outils qui existent, notamment la DEAL Martinique a fait des outils. Donc c'est un petit peu montrer concrètement, sous format vidéo, montrer des gestes concrètement comment on fait pour par exemple, gérer l'eau au niveau d'un jardin en ville, comment gérer le sol, enfin, sous format de vidéo, mais aussi des fiches qui complètent certaines thématiques qui sont moins abordées à travers les outils existants.
Et voilà, donc l'idée c'est que ça sorte d'ici la fin de l'année. Et concernant l'arbre, il y a plusieurs CAUE qui font beaucoup d'animations autour de l'arbre. Donc en fait, nous, on a un outil participatif, comme je disais, en fait, on croit beaucoup à l'animation. Et c'est pour ça que je trouve que le projet de Madame Gabon est super, parce que en fait, c'est ça, en fait, il faut faire vivre les choses au quotidien, il faut impliquer la population parce que ici, mine de rien, on est entre experts. Et en fait, il faut sortir cette discussion du cadre d'experts, il faut amener ça vers la population. Donc, par exemple, l'observatoire de l'arbre du CAUE, en fait, c'est un outil très simple, c'est-à-dire que moi, là, j'ai un arbre, je sais pas, par exemple, quand je vais à la Jaille, il y a un superbe arbre que je vois à côté de la station. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais souvent les gens. Il est je dis, magnifique. celui-là, je le trouve super. Chaque fois que je le vois, je l'identifie. Je l'identifie à partir de mon application. Et en fait, on se rend compte que le retour d'expérience des autres CAUE, c'est plus on parle d'un arbre, par exemple, en fait, plus il est protégé. Et derrière ça, ça va par exemple permettre d'identifier des arbres remarquables qu'on va intégrer à travers un PLU. Ça va permettre de créer des animations, par exemple les arbres de Pointe-à-Pitre qui ont une histoire particulière. En fait, on peut trouver plusieurs angles d'animation autour de la végétation. Et en fait, l'idée du CAUE, c'est créer cette animation-là. Parce qu'en fait, on croit que l'animation amène la connaissance et la connaissance amène en fait la protection et voilà, parce qu'on sait que mine de rien, la population, elle souhaite en fait cette revégétalisation des centres-bourgs. Mais en fait, mais en même temps, Monsieur Gorjus, il y a ce souhait-là, mais il y a aussi des idées reçues. Par exemple, le rasier, c'est sale, le béton, c'est propre. Il y a aussi cette idée-là, en fait, que la population a. L'humain complexe. Il y a des générations qui disent le propre, c'est du béton. Donc, il faut déconstruire aussi toutes ces idées reçues. Et je pense que ça passe par l'animation et donc, par exemple, à travers ces outils-là. Voilà. Alors justement, voilà, c'est que effectivement, hein, c'est pas évident toujours de composer avec la population et avec ses souhaits. Il y a toujours ceux qui sont très nature et ceux qui se disent aussi je bétonne tout parce que évidemment, ça sera plus simple pour l'entretien de passer un coup de karcher plutôt que d'aller élaguer les arbres et avoir les techniques qu'il faut, etc. Donc, composer avec la population, c'est important pour la région Guadeloupe, forcément, puisque la région Guadeloupe, institution majeure, hein, chef de file du développement économique, mais aussi acteur majeur de l'aménagement. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers Madame Marguerite Joyot, puisqu'elle est en charge paysagiste, mais chef de projet, enfin je dis mais, et chef de projet environnement et paysage de la direction de l'ingénierie et de la stratégie routière de la région Guadeloupe. La région Guadeloupe a un vrai défi au fil des ans en matière d'aménagement et de végétalisation, mais je sais qu'il y a des projets en cours et aussi beaucoup d'ambition. Alors je vous laisse nous les détailler. Oui, alors effectivement, on a effectivement pas mal de projets, beaucoup de projets, mais on en a un en particulier qui me tient à cœur et que je suis censée vous présenter ce matin. C'est le plan de paysage des routes. J'ai envie de dire sur les routes, effectivement. Pourquoi le plan de paysage? Parce qu'il y a beaucoup de plans de paysage qui ont été faits en Guadeloupe. Il y en a déjà bientôt 5. Celui-là, il s'adosse aux routes. Je dis souvent que les routes, en fait, c'est un formidable terrain de jeu parce qu'on fait beaucoup de choses sur les routes. On l'a vu, Monsieur Otto, il a fait l'introduction du séminaire depuis sa voiture. Donc, voilà. Donc les routes, finalement, c'est ce qui permet de passer d'un point à l'autre, mais c'est ce qui permet aussi d'entrer dans les baux et d'en sortir. Donc on passe par la route, on fait beaucoup de choses. Alors ce plan de paysage qui est mis en place par la région, il a pour ambition en fait justement d'utiliser cette route
qui a aussi mauvaise presse, même si elle est très utile. On voit bien que c'est par elle aussi qu'arrive l'urbanisation, qu'arrivent les défrichements, qu'arrive la publicité qui fleurit un peu partout. On a vu que lorsqu'on arrive dans les baux, le point focal, c'est ces 4x3 qu'on voit un petit peu partout et qui sont en ville, mais qui sont aussi hors de la ville maintenant. Donc oui, donc elle a mauvaise presse, mais le pari que l'on fait, c'est de pouvoir l'utiliser comme support justement de cette végétalisation. Et ce plan de paysage, il est actuellement en cours, donc il nous a permis de faire un certain nombre d'états des lieux. C'est bon, vous m'entendez toujours? Donc on a fait un état des lieux exhaustif donc, de ce réseau routier. Ce réseau routier, donc c'est 2x2 voies, 2x3 voies qu'on dénomme en route nationale 1, route nationale 2, etc. Donc des grands axes et qui deviennent des routes quand on arrive dans les baux et qui se rétrécissent parfois pour ralentir la circulation, mais parfois on traverse une ville sans même s'en rendre compte. Donc l'idée du plan de paysage, c'est de pouvoir justement utiliser cette route comme une route paysage qui va utiliser le végétal. On l'a vu, hein, le végétal, il a beaucoup de fonctions, mais il a aussi cette fonction d'être un peu un végétal utile, un végétal qui va permettre justement d'annoncer une entrée de ville, qui va permettre d'annoncer une sortie de ville et de faire en sorte que lorsqu'on va traverser Petit Canal ou qu'on va traverser Basse-Terre, on n'aura pas la même ambiance, on n'aura pas le même regard parce qu'on va avoir donc un traitement différent, un traitement avec une identité particulière du lieu, etc. Donc c'est un végétal qui est utile, qui n'est pas seulement un décor, comme tu l'as dit Olivier tout à l'heure. Donc c'est pas le végétal. C'est pour ça que le terme de végétalisation, je ne l'aime pas beaucoup, parce que bien souvent, quand on dit végétalisation, tout de suite on vous dit, on va mettre le décor à la fin, et voilà. Et malheureusement, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, un végétal qui est utile, qui va permettre de montrer des choses, qui va permettre de freiner la circulation, qui va permettre peut-être, si on réduit les axes, de donner un petit peu plus de végétal, de ralentir la circulation. Au lieu de mettre des radars systématiquement en entrée de ville pour ralentir d'accueillir donc l'automobiliste avec un radar systématiquement chaque fois qu'on arrive. Donc voilà, qui est austère, lugubre, voilà, on a peur, alors on freine brusquement, alors qu'effectivement on pourrait très bien rétrécir les voies et rajouter quelques arbres, ce serait pas plus mal. Donc parce qu'on a parlé des freins aux arbres, et c'est vrai qu'un des gros freins, c'est la sécurité routière. Oui, tu pourras en très parler, bien. Merci Olivier, parce qu'effectivement, je disais route. Licence de sécurité. Route, exactement, route paysage et route vécue beaucoup par l'automobiliste, mais c'est une route aussi qui doit être partagée avec les non motorisés et donc qui doivent être sécurisés. Donc ce végétal-là, il permet aussi d'amener de la sécurité parce qu'il permet d'annoncer un carrefour, il va permettre de dire mais attention, là il y a une école, là il y a un abri de bus, etc. Donc ce végétal-là, il a aussi cette fonction-là. Et il peut être même très utile en termes de sécurité pour souligner une route qui peut être un peu monotone, donc on met un peu de dynamique. Et puis, je terminerai sur aussi le dernier critère, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Gorju, l'intérêt de la route biodiversité. Donc, une route aussi qui permet d'amener de la végétation, amener de la végétation, amener de la biodiversité végétale, mais pas seulement. Et ça me permet de faire comment dire, de signaler aussi le deuxième projet dont je voudrais parler ici. C'est le projet, tu l'as dit Emmanuel tout à l'heure, le projet de trame verte. Donc le pari, c'est d'utiliser cette route-là pour pouvoir permettre de ramener de la biodiversité et d'adosser cette biodiversité à la route qui est censé provoquer des ruptures de continuité et séparer donc les espaces de nature, hein, parce que c'est vraiment sa fonction. Donc, lorsque vous faites passer une route, de fait, vous séparez les espaces. Donc, l'idée, c'est au contraire, d'utiliser cette route-là pour ramener de la végétation en ville, ramener de la végétation en milieu urbain, et avec la végétation, tout son cortège de faune qui existe et qui est rattaché à cette flore.
Et je continuerai, qui signifie effectivement, comme tu l'as dit, Olivier, qu'il faille, ça sous-entend évidemment de pouvoir produire ces végétaux en pépinière, parce qu'il n'existe pas, de ramener de la flore locale, de la flore endémique. Ça sous-entend aussi un suivi, ça sous-entend aussi de la gestion, et je suis d'accord, ça c'est vraiment un nœud, un gros sujet. C'est pas forcément plus coûteux, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est le coût de la gestion. Moi qui travaille sur les routes, on passe une année entière à élaguer, évidemment. Mais si, on l'a vu, si ce végétal il était planté correctement, s'il était élagué correctement, eh bien, il pose forcément moins de problèmes ensuite et on a moins besoin d'un élagage sévère qui fait beaucoup de dégâts. Et, voilà. Donc, voilà. Et puis, une dernière chose que je voulais dire aussi, oui, parce que ça m'a beaucoup plu dans l'intervention de M. Otto. Le végétal, il n'a jamais posé de problème. Il n'a jamais posé de problème. Il était omniprésent. Il était partout. Petit à petit, on a l'impression qu'il pose de plus en plus de problèmes. Non, je pense qu'il faut définitivement abandonner cette idée-là. Il faut l'exiger. Il faut que ce végétal-là soit exigé dans les aménagements. Et je vais dire, aujourd'hui, dans cette période de Covid, on ne devrait même pas se poser la question. Aujourd'hui, on connaît les causes de la propagation du Covid. On sait très bien que c'est une question majeure de biodiversité. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'on se pose encore la question de savoir que l'arbre, ça va coûter cher et qu'il ne faut pas le mettre. Pour moi, ça ne devrait même pas être une question, ça devrait être exigé de fait. Voilà, je ne serai pas plus longue et puis je vous le dis. Voilà. Alors, Monsieur Gorge, je lui demande la parole et je lui dis... C'est juste pour rebondir, parce que j'ai fait rebondir tout à l'heure, ça rejoint un peu la question que vous avez posée en disant, mais tout le monde est pour le végétal en ville. Et j'ai fait un peu la tête en disant, non, pas tout le monde est pour le végétal en ville. Ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'on parle d'arbres, on parle d'ailleurs de politique de l'arbre, politique de végétalisation. C'est éminemment politique. Vous rentrez dans de la pure politique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pour, il y aura toujours des contre, des gens qui vont vous dire oui mais si, oui mais non, des gens qui vont pas vouloir parce que au deuxième étage je vois pas le parking et je vois pas ma voiture sur le parking, d'autres qui diront mais moi j'ai besoin d'ombre au troisième étage donc je comprends pas. Et donc c'est toujours une question, quand je dis c'est politique au sens bataille du terme, c'est-à-dire qu'il y a toujours des pour et des contre dans l'arbre en ville et c'est extrêmement compliqué. Et un des moyens à un moment donné, sans tomber dans l'extrémisme ou de dire je suis un terroriste vert. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si on n'adapte pas une charte entre nous, entre tous les acteurs du BTP, les gens qui travaillent sur les routes de Guadeloupe, c'est-à-dire les acteurs artisans, je parle artisans, BTP, politique, etc. Et si on n'adopte pas tous ensemble une charte de l'arbre, de bonnes pratiques sur l'arbre en ville et l'arbre en milieu urbain, on va dire en général, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais parce que c'est éminemment politique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pour et des contre. Alors, oui, allez-y. Vraiment qu'on arrive, à donner une valeur à l'arbre et qu'on arrive à donner une valeur aux aménagements et une charte de respect et qu'elle est partagée, débattue et partagée ensemble, après, normalement, ça devrait rouler. Et à condition d'avoir les équipes en capacité de le faire. Ah, mais ça, c'est un autre souci. Là, on part sur la formation, sur autre chose. C'est intéressant votre propos parce que vous parlez de projet politique. C'est un projet politique. À l'inverse, on voit bien qu'on y a du greenwashing, c'est-à-dire qu'on nous vend aussi l'arbre comme un élément d'écologie. Et on sait bien, pour travailler sur ces domaines-là, que l'arbre est un des éléments. Une prairie peut avoir beaucoup plus de valeur qu'un arbre. Donc, ce n'est pas que la solution de l'arbre. Et c'est vrai que souvent, on voit dans des programmes politiques dire qu'on devra planter autant d'arbres. Et c'est vraiment l'aspect arbre qui est valorisé. Donc, il faut se méfier aussi de cet affichage politique qui souvent mène à des erreurs en matière d'implantation de nature dans la ville qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire qu'on peut détruire des biotopes de grande qualité, on a planté des arbres, alors que ce n'est pas ce qu'il y a de plus attendu sur ces espaces-là. Il y avait déjà la nature. Bien sûr. C'est différent. Il y a nature et nature, voilà, c'est un peu comme l'architecture. Je parle c'est plus de végétal en général en ville. Alors que ce n'est pas nécessairement. Donc, je militerai aussi pour effectivement plus de compétences
de façon à faire des choix qui soient adaptés et pas uniquement de l'affichage. Je pense que des accords là-dessus. Voilà. Alors, franchement, c'est vraiment des enjeux, et parler de charte, c'est intéressant, et ça répond à une question qui était posée par, je crois, Marilyn, et qui demandait comment réglementairement obliger, enfin, ça répond sans répondre, mais comment obliger une collectivité à prendre en compte cette notion de paysage dans les documents de planification. Ah, vous avez... C'est toujours comme ça. Alors, justement, on va peut-être remettre, puisque le temps... Je le savais que cette question de végétalisation allait... Mais ça a été relégué de nouveau du second plan. Non, jamais, jamais. Justement, tout un après-midi pour parler de végétalisation, et on va poursuivre la conversation. On va remettre votre PowerPoint. Voilà, je pourrais répondre en partie, puis je laisserai mes collègues. Mais oui. Effectivement, il y a beaucoup de documents et d'éléments réglementaires. Vous avez parlé tout à l'heure du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Il y a toute une palette d'éléments. Et encore une fois, pour les élus, actuellement, on a par exemple les coefficients de biotope. Les coefficients de biotope, c'est dire, on peut indiquer et imposer dans un document, donc un projet local, un plan local d'urbanisme, une proportion de verdure qui n'est pas seulement au sol, ça peut être sur des toitures, sur des stationnements, par rapport aux aspects d'infiltration, par rapport aux densités végétales. Après, il y a aussi les protections des zones boisées, les fameux espaces boisés classés. Il y a les classements de sites, les inscriptions, enfin il y a toutes sortes d'éléments. On a parlé des plans paysages. Un arbre, voilà. c'est un jardin. Il y a la protection d'arbres. Donc, j'ai repris un petit peu ça sur la planche, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments déjà à notre disposition. Après, il y a d'autres pistes que je vous ai mis également dans les slides. C'est d'avoir une vision globale sur le territoire. Ce qu'Emmanuel Briand a bien expliqué, effectivement, c'est qu'il faut donner un sens au végétal aussi. Ce n'est pas uniquement un élément de décoration. Il peut être à la base, comme on le voit sur quelques planches là, qui sont issues des projections CAPEX. Il est à la base aussi de réflexion de colonne vertébrale dans la ville. Et ce rapport, comme tu le disais, à la ville et son extérieur, par exemple à CAPEX, vous avez le lien avec les grands fonds, avec la mer, avec la mangrove et les zones humides boisées. Et donc, il y a des vecteurs, des sortes de canaux verts et bleus sur lesquels on peut s'appuyer. Et comme tu disais, à juste titre, moi je suis très partisan de ça aussi, c'est lier les trames douces, donc les développements des cheminements piétons. Il y a l'ancienne voie ferrée, par exemple, à Pointe-à-Pitre, qui est un élément qui peut porter ces colonnes-là, sous forme de véloroute ou autre. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus. Et du coup, ça permet de tenir beaucoup plus le végétal, parce qu'il fait partie d'une stratégie globale. Ce n'est pas uniquement un accompagnement esthétique ou ponctuel qui n'a pas sa raison d'être. Du coup, tu voulais compléter peut-être c'est ce que je définissais à travers la biodiversité, c'est-à-dire relier les trames en ville avec l'extérieur, c'est-à-dire permettre. Moi, j'avais travaillé, c'est un exemple, je ne sais pas avec toi d'ailleurs, qu'on avait travaillé là-dessus une quinzaine d'années sur des trames vertes sur Pointe-à-Pitre, justement, d'essayer de relier. Il me semble qu'on avait fait, on s'était aperçu qu'il y avait des corridors qu'on pouvait relier, en fait, on pouvait arriver à faire traverser, en fait, 2 corridors, ou 2 ou 3, on en avait identifié à travers la ville de Pointe-à-Pitre. Alors que quand on va à Pointe-à-Pitre aujourd'hui, on la voit bloquée entre la 4 voies et la mer, dans un milieu très, très fermé. Et en fait, on s'était aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour qu'on arrive à relier ces secteurs-là et arriver à faire les circulations comme ça. Et effectivement, oui, il y a un gros travail. C'est une piste importante et qui est en train de se dessiner. Et du coup, je pense que la conséquence, c'est que l'espace vert ne devient pas la variable d'ajustement et au cœur même du projet. Et c'est là qu'on sera, je pense, beaucoup plus pertinent dans les politiques communales. Alors j'ai mis un autre exemple, c'est l'écoquartier qui se fait au Moule, Cœur de Gripon, sur lequel vous avez travaillé. Oui, j'ai dit quoi Moule. C'est pas si loin, mais... Il y a un écoquartier également au Moule, et où effectivement, le travail qui s'est fait avec Caraïbes Paysages visait à trouver une cohérence entre ces espaces verts, ces linéaires, et donc ça, ce sont des politiques sur lesquelles les élus peuvent s'appuyer pour mettre en place une réelle stratégie végétale, avec un travail sur
production végétale, il y a une pépinière sur de production. Sur l'aspect pratique. Voilà, je sais pas, tu trouves Contrat de ça culture. Contrat de culture. Avec quand même un petit, moi, sur ces projets d'urbanisme, écoquartier et tout, moi je mettrais un petit bémol parce que tout à l'heure j'ai dit qu'au niveau économique, là, l'arbre en fait et le végétal permettaient d'avoir des plus-values sur les terrains, sur l'immobilier, tout ça. Il y a quand même, il faut pas qu'on perde aussi d'esprit que sur ces quartiers-là ou sur les écoquartiers s'adresse à une partie de la population qui est relativement aisée et que sur la mixité sociale et sur tout un tas d'éléments, ça peut aussi poser des problèmes. Les quartiers trop végétalisés, qui reprennent trop de valeur, deviennent inaccessibles, donc il faut faire attention aussi à ces dimensions-là, quoi. Parce que les quartiers éco-quartiers, je parle pas de celui-ci, je le connais pas, mais j'en ai vu certains qui sont quand même, pour parler un peu populairement, des quartiers beaucoup un peu écolos, quoi. Je veux dire, c'est des maisons à 500 000, 600 000 euros qui sont soi-disant dans des éco-quartiers. Mais quand on regarde au fond, même comme ils ont été conçus, ces écoquartiers dès le départ, le végétal en place n'a pas été pris en compte. Après, ou alors une petite zone. Mais réellement, sur l'ensemble même du projet, on pose d'abord l'urbanisme, on pose d'abord les habitations, souvent à valeur ajoutée dans ces quartiers-là. Et il faut qu'on fasse attention, surtout dans nos villes à nous, on est aux Antilles, quoi. On n'est pas avec des territoires immenses, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à ça, à ne pas non plus de bien penser à la mixité entre les logements sociaux, les logements un peu haut de gamme, un peu ci, un peu là, et les quartiers un peu qui vont s'embourgeoiser, on va dire, grâce à ces aménagements. C'est une petite... Oui, bien sûr. Bon, c'est pas le cas. Vous avez raison, tous les quartiers, éco-quartiers d'ailleurs, quelque part, c'est aussi une incitation, un affichage, mais qui est intéressant, c'est un levier. En tout cas, ce que tu évoques, c'est surtout dans le cas d'éco-quartiers neufs. D'éco-quartiers neufs, je parle en l'occurrence, en Guadeloupe, on a surtout des éco-quartiers de restructuration urbaine. Moi, je parle d'éco-quartiers neufs comme ils se sont faits en Guyane, comme ils se sont faits en Martinique, comme on a eu un peu, comme des projets ici aussi. Madame Joyot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que pour répondre un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que oui, il faut contraindre. Je pense qu'il faut contraindre, mais il faut surtout que chacun soit persuadé. Et puis aussi, il faut aménager différemment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait ne fonctionne pas. On le voit, on voit comment c'est fait. Il y a souvent des aménagements qui sont faits par les aménageurs, par nous-mêmes, par les paysagistes, par les entreprises paysagistes, etc. Et qui font des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont trop compliquées à gérer, trop compliquées à entretenir. Donc il faut simplifier les choses, il faut faciliter le travail. Et ça, ce travail-là, ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire ce qu'on fait à Paris ou ailleurs. Ici, on n'a pas la même végétation, les plantes ne poussent pas de la même manière, on n'a pas les mêmes espèces, et on n'a pas... Voilà, il y a quelqu'un qui parlait, Guy Gabon qui parlait tout à l'heure, la nature, elle foisonne. Donc il faut lui donner toute l'attitude pour foisonner. Donc on ne peut pas, l'herbe elle pousse et on le voit bien. Donc, voilà, et on veut tout contrôler. Voilà, donc il faut lui donner cette liberté-là. Donc il faut réapprendre à aménager différemment. Et c'est là tout le challenge, à mon avis, c'est de pouvoir proposer des choses simples aux élus pour leur faciliter aussi la tâche, parce que c'est pas forcément simple. Et aussi, alors, la discussion là est vraiment riche, et sur le chat aussi, vraiment dans la même lignée aussi, c'est-à-dire quelquefois c'est complexe et quelquefois on s'interroge sur quelles plantes même installer, etc. Et beaucoup d'internautes parlent des arbres fruitiers. Alors il y a une conversation dans la conversation, mais sur le bien fondé des arbres fruitiers ou pas. Est-ce que ces arbres fruitiers ne devraient pas aussi être installés dans ces écoquartiers qui sont restructurés et qui pourraient bénéficier à la population, qui pourraient cueillir les fruits avec cet aspect social, intergénérationnel? C'est fait, j'aime les réponses très courtes. Je dis qu'il est très optimiste en disant ça, parce que moi je dis non, parce que la réglementation justement elle est tellement contraignante quelquefois qu'elle nous empêche de mettre nos arbres fruitiers en ville, et elle nous empêche de mettre nos arbres fruitiers sur les routes parce qu'il y a des fruits, parce que ça salit, parce que ci, parce que ça, etc. Et il faut aussi avoir cette tolérance-là et accepter qu'on puisse mettre un manguier dans un parc
et qu'on puisse mettre il faut le faire, mais on ne peut pas le faire n'importe où. C'est ce qui est de Montbel, c'est là où est la complexité. C'est là où est la complexité. C'est-à-dire que si vous mettez un manguier sur un trottoir au bord d'une route, ça va être un problème les racines, de sécurité, de propreté publique, etc. Pourtant, on prend des prunes sur vos routes, hein, de temps en temps. Oui, mais bientôt tu ne pourras plus en cueillir parce qu'on ne trouvera plus de pieds de surette sur nos routes. Mais par contre, dans un parc public, c'est tout à fait envisageable. Ça a déjà été fait dans plusieurs parcs, y compris sur Cabourg. Non, mais de toute manière, c'est là la complexité et d'où l'importance des outils que le CA va valoriser, que la DA l'a initié, et que vous travaillez tous à participer à ce partage de connaissances et faire en sorte qu'on puisse savoir effectivement que manguier, on ne le plante pas n'importe où, qu'il y aura telle contrainte, tel entretien, et que tout ne peut pas se faire. Et c'est peut-être ça aussi, déjà, expliquer aussi à une population pourquoi on coupe un manguier et pourquoi on le place là et pas là. Et ça commence aussi peut-être par là. Alors moi, je parle d'expérience, hein, moi qui adore la nature et les arbres. Et quand on coupe un manguier pour mettre des parkings, par exemple, c'est toujours difficile. Et hier, monsieur l'architecte, monsieur Orsi, parlait d'univers sensible. Quand un arbre disparaît, pour quelqu'un, ça n'a peut-être pas d'importance, et pour une autre, c'est une peine, une tristesse incroyable. Donc voilà. Alors, la discussion a été très riche. Évidemment, c'était un challenge. Hein. C'était un challenge que vous avez brillamment relevé. Alors, je vous remercie. Mais de parler de végétalisation durant 1 heure, et on a dépassé un peu, et tant mieux, et quelques minutes. Et il y a des outils en ligne, de toute manière. Il y a aussi vos interventions qui ont été filmées. Hein, on était filmés, je pense que ça s'est vu aussi. Et il y aura aussi cette possibilité, je pense, vous avez l'habitude d'échanger, mais aussi qu'on puisse vous contacter si les élus, les décideurs ont des questions et ont besoin de précision. Je sais que le CAUE remplit une vraie mission de conseil, Monsieur Briand aussi, enfin tout le monde finalement dans cette salle. Alors, on en vient à la fin de la table ronde. Je vous remercie. Je remercie beaucoup les internautes de nous avoir suivis, d'avoir été aussi actifs sur le chat, et vraiment désolée de ne pas avoir pu tout relayer, mais contrainte de temps oblige. Et je vais juste profiter pour saluer Monsieur Dobrichin, qui vraiment, grâce à lui, cette table ronde a été ce qu'elle est, puisque c'est lui qui a vraiment réuni ses intervenants, défini les axes, et qui m'a apporté beaucoup d'informations par rapport à ce sujet. Et il vous transmet une information précieuse. On va mettre l'affiche en ligne. L'association Les Sites et Monuments lance sa 6e édition de son prix annuel Allées d'arbres. Puisqu'on parlait d'arbres, hein, ça tombe à point. Un patrimoine particulièrement menacé. Et ce prix a pour vocation d'encourager la préservation, le bon entretien ou la recréation d'allées d'arbres. Alors, il s'adresse à un large public, les collectivités territoriales, les particuliers, les professionnels, les associations. Et attention, la date limite d'inscription est le 30 avril. Alors, si vous êtes intéressé, il y a un site, sitesetmonuments.org, concours et prix. Et je pense qu'on va mettre l'affiche si on peut. Sinon, je répète le site internet, sitesetmonuments.org, concours et prix, prix. Alors, vous trouvez, hein, vous cherchez sites et monuments et prix annuel d'allées d'arbres via notre ami Google ou un autre navigateur. Et vous trouverez toutes les informations, mais attention, la date limite 30 avril 2021. Alors, merci à nouveau aux intervenants, à toute l'équipe. Nous nous retrouvons jeudi après-midi pour parler d'un sujet encore qui me tient à cœur, décidément, la sécurisation des déplacements et l'accessibilité en centre-bourg. Comment nous allons faire, je m'inclus un petit peu, mais c'est surtout nos décideurs et puis tous ceux qui les accompagnent pour sécuriser le centre-bourg. Merci de nous avoir suivis. En plantant des arbres. Et voilà, très beau mot de la fin. À très bientôt. Au revoir.